Bien, écoutez, je suis très heureuse d'ouvrir ce nouveau plateau de la Fondation du Bien Vieillir. J'aperçois dans la salle beaucoup de visages féminins, mais aussi quelques visages masculins, ce qui prouve qu'on va peut-être pouvoir avoir des échanges équilibrés, ou en tout cas multiformes, sur ce qui est pour nous un sujet d'interrogation et un sujet de questionnement à la fois quotidien, au sein de l'entreprise Korian, 85% de femmes, voilà, tous les niveaux de l'entreprise, et clairement un métier de femme, celui de soignant-soignante, et cette question plus large qui nous est posée. Pourquoi est-ce que le soin se conjugue au féminin ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte aujourd'hui dans la réalité du monde du travail ? Est-ce que la manière dont nos métiers sont organisés, la manière dont les conditions de travail, le déroulement des carrières, la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale pour un personnel majoritairement féminin, est-ce que vraiment on en a compris tout ce que ça veut dire sur le plan concret ? Et peut-être pour lancer ce débat, je voudrais partager avec vous le témoignage d'une des directrices d'établissement de Korian, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui m'a écrit en disant très intéressée par ce débat, et je voudrais vous partager ce que j'ai vécu ces derniers mois dans un établissement de la région parisienne avec une salariée qui s'est trouvée en situation de danger dans sa cellule, chez elle, très concrètement objet de violence. Et la décision qu'a pris l'équipe de l'établissement, je dirais de manière un peu solitaire et sur place, de dire on va t'héberger dans l'établissement pour te protéger. Et avec cette idée que ça ne durerait que quelques jours le temps d'eux, et malgré tous les efforts qui ont pu être faits par nos assistantes sociales qui sont en région parisienne, donc qui sont extrêmement mobilisées souvent sur ce type de situation, la situation s'est prolongée plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'on trouve la solution d'hébergement et la façon de protéger cette salariée. Et là, d'où le questionnement de cette directrice d'établissement de dire est-ce qu'on est suffisamment organisé, sensibilisé, est-ce qu'on a réfléchi, est-ce qu'on est suffisamment aussi attentif à l'existence de ces situations qui peuvent être en réalité très fréquentes ? Et est-ce qu'en tant qu'entreprise, c'est pas notre responsabilité est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les prévenir et trouver ensemble les moyens d'y remédier ? Alors c'est un exemple très concret. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous dans la pièce qui ont pu rencontrer ou être confrontés à ce type de situation. Je pense que je vois quelques hochements de tête approbateurs. Je pense effectivement que c'est une situation très fréquente, parce que ce sont des métiers de femmes, parce que quand on le regarde aujourd'hui, en tout cas chez Korian, on a regardé aussi la composition des foyers, on s'est rendu compte qu'on avait un quart de nos collaboratrices, collaboratrices, qui étaient des parents élevant seuls leurs enfants, avec tout ce que ça suppose, de jongler avec des contraintes qui peuvent être très difficiles. Donc je pense que c'est tous ces sujets-là qu'on va pouvoir aborder ensemble aujourd'hui, et qu'on va pouvoir aborder, je dirais, sous l'angle à la fois positif ou objectif, et aussi sous l'angle des risques ou des situations inacceptables auxquelles on peut se trouver confronté. En particulier, alors c'est pas parce que c'est le thème à la mode entre guillemets aujourd'hui avec le Grenelle des violences faites aux femmes, mais c'est clair que la réalité sociale des conflits familiaux et des risques particuliers auxquels peuvent être exposés plus les femmes que les hommes, pour des tas de raisons qu'on va peut-être pas pouvoir détailler ce soir, elle est présente dans nos entreprises et dans nos métiers. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'année dernière, à l'instigation de Rémi Boyer, le DRH du groupe ici présent, qui va intervenir dans quelques minutes, nous avons rejoint en tant qu'entreprise l'initiative de FACE, portée par FACE, One in Three Women, avec cette constat très concret de dire, compte tenu du nombre de femmes qui travaillent chez Korian, logiquement, statistiquement, beaucoup d'entre elles peuvent être confrontées de près ou de loin à des situations de violence familiale. Et c'est d'abord au sein de l'entreprise, d'un milieu protégé comme l'est celui du travail, que l'on peut arriver à repérer, aider et accompagner, comme le montre l'exemple que je citais.
Donc c'est vraiment toutes ces questions et toutes ces réflexions que l'on porte à la fois au sein de Korian et qui ont fait écho, Serge peut en témoigner, Serge Guérin peut en témoigner, qui ont fait écho aussi aux réflexions qu'on peut avoir plus largement au sein de notre fondation, en se disant que finalement c'est aussi comme ça qu'il faut accompagner, repenser les métiers de soignants, en s'intéressant vraiment à la personne du soignant, de la soignante complètement pour ce qu'elle est, parce qu'on ne peut pas soigner à moitié. On ne peut pas soigner lorsque on est inquiet pour ses enfants, pour son intégrité, lorsqu'on est dans une situation extrêmement précaire soi-même, ou en tout cas de tension. Et que toute cette problématique nous a conduit à penser que peut-être aussi ça pouvait être l'objet d'un débat d'un de ces plateaux, et peut-être de regarder ensemble, en partageant ce que les participants à ce type de débat ont pu vivre ou rencontrer, ou les initiatives qui ont pu être prises, de regarder comment est-ce qu'on peut collectivement mieux comprendre les enjeux de ces sujets et trouver avec tact et pertinence les moyens d'intervenir, parce qu'on est aussi dans une espèce de frontière très délicate entre ce qu'est la vie professionnelle, ce qui est un collectif de travail qui par construction a une réalité propre, et ce qui est l'intimité et les vies de chacun. Et on sait aussi à quel point un collectif de travail peut se trouver positivement ou négativement affectés lorsque les deux univers et les deux deviennent trop perméables, ou lorsque des éléments de vie privée ou intime envahissent un environnement de vie professionnelle, avec tous les risques ou les difficultés ou le surcroît d'émotions que cela peut produire. Alors très concrètement, on va aujourd'hui pouvoir interagir en plusieurs temps. D'abord en prenant connaissance ensemble des résultats de l'étude sur l'impact des violences conjugales sur le travail, pas seulement dans nos métiers, mais plus globalement. Et ça, c'est comme ça qu'on va commencer. C'est Sophie Piorot qui viendra nous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée par FAS justement dans le cadre de cette initiative One in Three Women. Et ensuite, nous continuerons sous l'égide de Serge Guérin, avec notre table ronde, avec Laurence Dra, qui est la déléguée générale de la Fondation Agir contre l'exclusion, Laurence Rossignol, ancienne secrétaire d'État chargée de la famille des personnes âgées et de l'autonomie, que vous connaissez bien ici, ancienne ministre, qui pourra, elle, nous donner son regard de responsable politique éminente. Et puis, pour le groupe Korian, Rémi Boyer, qui est le DRH du groupe et qui est aussi celui qui porte l'ensemble des politiques et actions de responsabilité sociale et environnementale du groupe. Ça, c'est pour nos débats. Et puis, je dirais, après ces échanges, je voudrais aussi d'emblée signaler que nous avons la chance d'avoir deux éminents auteurs bien connus de ce cénacle au fond de la salle. Je veux parler de Marie de Henzel et de Philippe Guton, qui viennent de signer un livre sur un thème qui est, je dirais, beaucoup plus joyeux ou positif que celui dont je viens de parler, qui s'intitule « Et si vieillir, libérer la tendresse », un très beau livre qui vient de sortir, et ils seront ravis, donc c'est notre partie littéraire, ils seront, je pense, ravis d'en parler et de le dédicacer à celles et ceux qui voudraient le lire. Voilà pour le menu de ce soir, qui est riche et je crois très ambitieux. Et je cède sans plus tarder la parole à Serge, qui se cache. Voilà, il est là. Il est petit, mais on le voit quand même. Voilà. Merci Sophie. Alors, écoutez, on va faire court. On va donc démarrer. Alors, le soin se conjugue au féminin. Le mot féminin a du sens. C'était Delphine Orviller qui avait écrit un très très beau livre sur le masculin et le féminin, en disant que la question, c'est pas homme-femme, c'est juste la part. Parce qu'il se trouve qu'il y a des hommes qui ont une part de féminin, il y a des femmes qui ont une part de masculin, et donc peut-être aussi réfléchir de cette manière-là, et pas limiter les choses juste à des apparences comme ça. Et que donc du coup, c'est aussi la question peut-être de la part de féminin dans le soin. Il y aura peut-être aussi des choses, y compris de gens qui ne sont pas féminins au sens de la carte d'identité du terme. Alors, on va avoir plein de sujets. On va démarrer plutôt sur la question des violences, puis après, on élargira les choses. Et d'abord, en fin de compte, Sophie Piorot, on vous remercie parce que FAS a construit une étude. Et donc là, ça sera des éléments, je dirais, extrêmement factuels.
qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, on va d'abord vous écouter, puis ensuite on réagira à partir de là, puis après on continuera cette soirée. Donc à vous, si vous voulez bien, évidemment, dans la civilité et sans violence. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Merci, voilà, je vous l'avais dit. Merci Madame la Présidente, merci de m'inviter sur ce plateau. Alors effectivement, c'est une étude qui a été réalisée par FAS, en tout cas par 4 chercheuses que nous avons fait travailler, mais bien évidemment, sans toutes les entreprises qui ont participé à cette étude n'aurait pas pu avoir lieu. Et ces résultats n'auraient pas pu être communiqués aujourd'hui, bien sûr. Alors, juste un petit mot sur One in Three Women. C'est une initiative qui a démarré il y a 2 ans, mais la signature de la charte par les entreprises, vraiment des entreprises pionnières sur ces questions, s'est déroulée à peu près il y a 1 an. Voilà, presque 1 an jour pour jour. 7 grandes entreprises ont signé cette charte d'engagement avec pour objectif notamment de sensibiliser, de travailler sur ces questions internes et de mobiliser beaucoup plus d'entreprises et d'engager plus d'entreprises autour de ces questions. Vous avez la jolie photo du 9 novembre de l'année dernière, avec ces 7 grandes entreprises qui ont signé la charte. Donc c'est vrai que ce projet, en fait, il a été créé, on travaille depuis plusieurs années à la Fondation FAS sur ces questions, depuis 2015. Et vraiment, en 2017-2018, Kering s'est associé avec FAS pour monter ce réseau, et puis était très rapidement rejoint par Corian. Voilà. Donc au niveau du réseau, nous avons créé pas mal d'outils, donc de sensibilisation, une charte d'engagement, des événements de mobilisation. Vous avez ici des documents qui ont été réalisés, que certains d'entre vous connaissent peut-être au niveau de Corian. Il y a eu des sensibilisations faites, il y a des affiches tout autour qui ont été créées aussi, qui sont installées dans les entreprises. Et puis, il y a cette étude qui a été commanditée par les 7 entreprises. Voilà. Et puis, vous verrez tout à l'heure, je pense que Aurélie va vous présenter le e-learning qui a été réalisé par la Corian Academy. Donc, on remercie beaucoup parce que c'est un très très beau résultat. Donc merci Corian, Fondation Corian et Corian Academy pour cette participation active autour de nos projets. Alors, les résultats de l'étude, c'est pas moi qui ai mené cette étude, donc c'est 4 chercheurs qui sont soit expertes sur les questions d'égalité hommes-femmes, de genre, soit économistes, et qui vivent au Canada, en France, en Italie et en Angleterre. Donc c'était vraiment un panel assez large de femmes qui ont vraiment une expérience sur ce type d'enquête. Bien que ce type d'enquête n'ait pas été réalisé très très souvent, c'est assez pionnier. En tout cas en France, c'est la première étude qui a été réalisée sur ces questions. Alors, pourquoi on a réalisé cette enquête ? D'abord, pour constituer une base de données, il faut pouvoir argumenter, avoir des chiffres concrets pour pouvoir argumenter du pourquoi les entreprises s'emparent aujourd'hui de ces questions des violences faites aux femmes, puisque c'est un problème privé. Donc c'est aussi d'avoir des arguments pourquoi les entreprises doivent s'en emparer. Mieux comprendre l'impact de ces violences, bien évidemment, sur les salariés, sur les collègues, puisque en général, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est un collectif de travail, donc des impacts sur la personne victime, mais aussi sur tout son environnement professionnel. Relier cet impact au coût, bien évidemment, puisque c'est aussi une question économique. Il y a des impacts, donc des coûts, et comment l'entreprise peut éviter ces coûts. Et bien évidemment, formuler des recommandations à partir de ces constats. Alors, un petit point de méthodologie. Il y a eu 3 sondages. Un sondage pour les salariés, tous les salariés. Un sondage en ligne un peu plus spécifique pour les ressources humaines et les responsables diversité pour avoir plus d'informations sur ce qui est mis en place dans l'entreprise. Et ensuite, des entretiens en face à face avec ces mêmes personnes pour alimenter les recommandations. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place ? Est-ce qu'on pense par exemple que telle recommandation pourrait être efficace et effective dans les entreprises ? Alors, il y a eu toute une série, évidemment, bien évidemment, de contraintes, le RGPD. On a travaillé aussi sur l'enquête parce qu'on donne quelques éléments factuels, notamment des numéros d'appel pour les femmes victimes. On a adapté, bien évidemment, à chaque pays les éléments. On a tout préparé en plusieurs langues aussi, et c'est écrit en anglais, puis décliné en plusieurs langues. Ce qui n'est pas toujours simple non plus, parce que les termes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En Canada, on ne parle pas, c'est pas les mêmes termes, comme entre violence conjugale, domestique, etc. C'est pas toujours évident. Et puis, c'était réalisé par l'université au Canada.
Voilà, c'était une plateforme de réponse. Alors, les questions de l'enquête, c'était vraiment les données démographiques, type âge, sexe, etc. S'il y avait eu des expériences de violence conjugale ou si elles avaient repéré des violences conjugales au sein d'une équipe, par exemple, l'impact que ça a pu avoir sur les équipes et le soutien reçu ou pas des collègues, des managers et de l'entreprise elle-même. Donc, l'enquête a été diffusée à plus de 40 000 salariés dans 6 pays. 6 639 salariés ont répondu, donc ce qui a un taux de réponse global de 16%. Et le profil des répondants, c'est plutôt des femmes, plutôt jeunes et plutôt un bon niveau d'instruction, qui étaient plus susceptibles aussi d'occuper un poste de manager et plus susceptibles de travailler à temps plein. Voilà, c'est un petit peu les caractéristiques des répondants, bien qu'il y ait des hommes aussi qui ont répondu, bien évidemment. Alors, les conclusions de l'enquête, 16% des femmes et 4% des hommes ont déclaré avoir été victimes de violences. Alors, j'ai reporté ça aux chiffres, ça fait 1328 personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes de violences. C'est énorme. C'est énorme. C'est un petit peu moins qu'un taux de 30% en général dans ce type d'enquête, mais c'est quand même, parmi ces 6 entreprises qui ont participé, il y a 1328 personnes qui sont victimes ou qui ont été victimes de violences. Donc, vraiment, c'est un chiffre quand même qui parle de lui-même. C'est souvent invisible, c'est souvent tu. On verra après, j'ai quelques chiffres aussi sur ces questions-là, mais c'est quand même assez significatif et c'est assez parlant. Les résultats de l'enquête sont bien évidemment utiles pour comprendre les répercussions des violences conjugales sur le lieu de travail et pour confirmer en fait le rôle que les entreprises, pourquoi c'est un sujet d'entreprise, pourquoi il faut s'en emparer. Alors, c'est pas là. Voilà. Alors, plus d'une victime sur 2 a signalé des problèmes au travail. Alors, c'est souvent, on verra après, des retards, absentéisme ou présentéisme dus aux violences conjugales. Donc, sur les retards, ce sera qualifié après. Mais donc, retard, absentéisme, ça parle. Présentéisme, je reste beaucoup plus souvent parce que j'arrive pas à faire mon travail et que ça me prend plus de temps et que j'ai besoin de plus de temps et que de toute façon, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Voilà. Une victime sur 4 a déclaré être en retard, 1 sur 5 a déclaré être absente et la moitié a fait état d'une baisse de productivité. Une victime sur 3 a déclaré craindre de perdre son emploi en raison de la baisse de productivité au travail. Donc ça rejoint aussi ces questions de « je le dis pas parce que j'ai peur de perdre mon travail ». Et tous les taux étaient plus élevés chez les victimes actuelles que chez les employés anciennement victimes de violences, mais là c'est pas très, enfin ça confirme, mais c'est pas très significatif. Donc sur les 2 principales raisons du retard, je vais pas détailler. Vous avez l'étude là si vous le souhaitez, si vous aurez les chiffres les plus précis. Les 2 principales raisons du retard ou de l'absence, ce sont le contrôle psychologique et les blessures. Donc en général, il n'y a pas de violence physique sans contrôle psychologique. Donc c'est déjà un niveau plus conséquent. Mais c'est vraiment le contrôle psychologique et les blessures. Parmi les autres raisons, c'est les objets cachés, volés, on prend les clés pour qu'elles ne sortent pas. Voilà, on fait la scène de ménage juste avant d'aller travailler parce qu'on n'est pas content qu'elle aille travailler. Elle est quand même un peu trop autonome, donc on prend les clés, etc. Au niveau des façons dont le travail est affecté, c'est la distraction, la fatigue ou le malaise. Donc, près de 2 victimes sur 10 ont signalé des actes sur le lieu de travail. Par exemple, des appels téléphoniques, des SMS abusifs, des courriels et des potentielles menaces d'aller voir les collègues aussi. Ou pas que des menaces, mais d'aller voir les collègues. Alors, plus d'un répondant sur 10 connaît une collègue qui était victime de violences conjugales. Donc, parmi ces 10%, 2% ont déclaré que le travail en a été affecté négativement. Et c'est vraiment le stress et l'inquiétude. Quand on a, par exemple, un conjoint d'une collègue qui vient menacer ou qui risque de débarquer, ça amène du stress, etc. Moins de 2 répondants sur 10 sont au courant des ressources disponibles sur leur lieu de travail. Donc là, c'est quand même assez significatif et une bonne piste de travail d'amélioration par rapport aux entreprises pour communiquer sur ces sujets. Et les managers sont un peu plus sensibilisés, notamment puisqu'on a fait, nous, des sensibilisations déjà au sein des entreprises avec ce projet, mais seulement 30% d'entre eux connaissent les ressources disponibles. Donc là aussi, il y a une marge de progrès à avoir sur la formation des managers ou assistantes sociales aussi, ou d'autres publics cibles qui peuvent prendre en charge ces questions.
Les personnes qui sont au courant ont indiqué avoir appris l'existence des ressources principalement par l'entreprise, par les communications internes, pas par les syndicats ou leurs managers. C'est vraiment la politique de l'entreprise qui amène ces connaissances. Donc ça, c'est très important aussi, je pense, à prendre en compte. Parmi les victimes, seulement 37% ont discuté de leur situation au travail et 85% de ces personnes en ont discuté avec leurs collègues, donc pas avec leurs managers, pas avec les ressources humaines, pas avec les assistantes sociales, etc. Donc là, il y a aussi un travail à réaliser. Et pourquoi ? Parce qu'elles disent que c'est privé, hein, et puis qu'elles ont peur, elles ont honte, ça c'est sûr, elles ont peur d'être jugées, et puis peur de ne pas avoir de perspective ou voire d'être virées. Alors, quelles sont les recommandations ? On en a vu quelques pistes de recommandations. En tout cas, là, je vais passer vite. En jouant un rôle proactif, les entreprises peuvent aider les managers et les collègues, bien évidemment, à réagir efficacement. Alors, il faut proposer de l'aide, etc., fournir de l'information, mais il ne faut pas s'emparer du... Enfin, ce n'est pas à l'entreprise de régler ces questions. Il y a des ressources dédiées, il y a des ressources qui sont formées en interne. Ce n'est pas aux collègues de régler cette question, de s'en emparer, mais plutôt d'orienter la victime vers les personnes ressources internes ou externes. Ce n'est pas à l'entreprise vraiment de prendre en charge ces questions, mais de pouvoir orienter, soutenir. Et ce que vous avez donné comme exemple d'hébergement de cette femme, c'est vraiment une action formidable en fait, parce que ça a permis de la mettre en sécurité et de pouvoir la soutenir dans un départ du domicile, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est une prise en charge du problème, mais par contre, elle était accompagnée, j'imagine, avec d'autres structures, etc. Donc là, quelques petits verbatim de managers ou de collègues. Et voici les recommandations. C'est évidemment promouvoir activement l'égalité homme-femme, ça participe. Hein, travailler sur les stéréotypes globalement, sur la masculinité, les rapports de domination, l'égalité homme-femme, etc. Quand une femme gagne un salaire correct, a une perspective d'évolution, elle est peut-être un peu plus autonome que si elle ne l'avait pas. Élaborer une boîte à outils de sensibilisation One in Three, du type One in Three, c'est des bouclettes, vous les avez là-bas aussi, des affiches, voilà, vraiment mener une campagne de sensibilisation. Créer un réseau de référents au sein de l'entreprise. Élaborer des politiques d'entreprise. Je pense que vous avez par exemple une ligne dédiée, une ligne interne dédiée où les femmes peuvent appeler. Donc c'est vraiment quelque chose de très pragmatique et qui peut aider beaucoup les femmes. Mener des actions de formation, de sensibilisation, on a déjà dit. Mesures concrètes de soutien, on en a déjà parlé. Inciter les hommes et les femmes, y compris les chefs d'entreprise, à se faire des championnes de la lutte contre les violences. Donc avoir cette espèce de réseau d'ambassadeurs, ou en tout cas de pouvoir témoigner à l'externe de mon entreprise s'engage, mon entreprise a pu travailler sur ces questions, et les salariés peuvent en parler et peuvent être pris en charge. S'attaquer au risque, évidemment, que posent les auteurs d'actes de violence conjugale sur le lieu de travail, sécuriser les accès, etc. Et puis partager les bonnes pratiques par l'apprentissage avec ses pairs. Voilà pour les résultats. Et ça ne marche plus. C'est normal ? Voilà. Donc voilà... Tous les documents sont là-bas. On a aussi élaboré dans un projet précédent un guide de bonnes pratiques. On n'en a plus, mais ils sont téléchargeables. Donc on vous donnera toutes les informations. On est là après pour vous pour échanger. Merci en tout cas. Et je voudrais vraiment souligner le travail et la participation formidable des équipes Corian à ce projet et tout l'enthousiasme qu'elles ont porté et le soutien. C'est vraiment très très agréable de travailler avec vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et de toute façon, après, il y a aussi le cocktail. On aura aussi l'occasion de prendre des documents, de discuter, d'échanger. Alors, Rémi, je regardais la photo là tout à l'heure. Heureusement que Sophie était là, parce que votre truc, c'était sympa, mais il y avait 3 mecs en cravate. Et puis, heureusement que... Voilà. Sinon, ça aurait fait un peu bizarre quand même, que des types pour... voilà. Bon. Mais et certainement. Voilà. Alors... On va maintenant passer un petit peu un temps de réaction. Donc je vais demander à Laurence Drac de bien vouloir, qui est la déléguée générale de FAS, de bien vouloir nous rejoindre. À Laurence Rossignol, qui nous fait l'amitié de venir ce soir. Laurence est à la fois ancienne ministre. En plus, elle a les 2 casquettes.
elle s'est occupée de la question des personnes âgées et elle s'est occupée des droits des femmes. Elle est aujourd'hui, par ailleurs, elle me dit 4, elle est par ailleurs sénatrice et elle nous fait une grande amitié parce qu'il y avait un super gueuleton à l'ambassade du Japon ce soir et du coup, elle ne peut pas y aller. Et ça, je sais que... C'était le départ de l'ambassadeur tout de suite. Oui, tout de suite les grands mots. Enfin, j'ai appris que c'était la meilleure table de toutes les ambassades, tu me l'as dit. Donc voilà. Donc merci de nous avoir rejoints. Et puis Rémi Boyer, si tu veux bien nous retrouver aussi. Donc Rémi est le DRH groupe de Corian. Donc c'était important évidemment avec vous trois. Alors peut-être avec Laurence Drac. D'abord, oui, les deux filles sont mises à côté. Bon, alors c'est le risque de ces nouvelles manières de regarder les choses. Mais bon, voilà. On parlait de sexe complémentaire dans le temps. Maintenant, on dit sexe opposé. Donc c'est sûr que ça implique plein de choses. Et alors, peut-être avec Laurence d'abord, juste à la fois de... Ah oui, exact. Alors, avec Laurence Drac d'abord. Mais non, avec Laurence Rossignol d'abord. Voilà. Si tu veux bien, peut-être simplement, ce qu'on avait dit en échangeant, il ne s'agit pas de préparer les choses, c'est d'abord ta réaction à froid ou à chaud sur ce qui a été dit, à la fois comme personne engagée depuis longtemps sur ces sujets-là, bien avant qu'on en parle, que ce soit à la mode et ainsi de suite, je tiens à le dire. Il y a des gens qui ont rattrapé le jeu il n'y a pas très très longtemps, parfois pour des raisons de carrière. Elles pensent exactement aux mêmes personnes que moi. Donc on ne dira pas plus, mais peut-être à d'autres aussi. Et donc vraiment la réaction... Ce qui a été dit là, ce qu'on a vu comme analyse, voilà. C'est presque parfait. Enfin, c'est parfait. Voilà, j'ai écouté et lu ce qui était inscrit là. C'est le parfait process d'accompagnement, d'engagement d'une entreprise. Peut-être insister un peu sur la nécessité quand même de porter plainte dans la discussion avec les femmes. C'est pas le rôle de l'entreprise, évidemment, d'accompagner pour la plainte, mais quand même toujours introduire la dimension judiciaire parce que les femmes, on dit tellement, et c'est vrai, que l'accueil dans les gendarmeries et les commissariats est aléatoire. Moi, je me contente, il est aléatoire, c'est-à-dire que c'est une loterie pour une femme d'engager un process judiciaire. Et ça peut être très bien avec une prise en charge parfaite du commissariat ou de la gendarmerie jusqu'au bureau du procureur et ensuite chez le juge. Et puis en même temps, c'est parfois mauvais numéro et ça se passe très mal. Et il faut pour autant porter plainte malgré tout, même si ce parcours paraît rébarbatif, même si c'est toute la difficulté de la dénonciation. C'est-à-dire qu'on critique et on dénonce la justice, ou la chaîne judiciaire. Et quand on fait ça, on conforte les femmes dans l'idée que la plainte est un parcours trop compliqué pour elles et pas assez sûr. Et donc, il faut ajouter les deux. Peut-être dans les petits signaux, les signaux faibles qui sont à entendre dans les relations avec les autres. L'entreprise est une communauté humaine. C'est à ce titre-là qu'elle est intéressante. C'est pas en tant qu'entité économique. Et moi, dans les signaux faibles, je suis très vigilante aux questions de jalousie. C'est que quand une femme vous dit « mon mari est jaloux », c'est déjà un petit... Je mets ça dans un coin de ma tête et je me dis je vais observer la suite de cette affaire de jalousie. Parce que pour que quelqu'un en parle, c'est que la jalousie est suffisamment grande, enfin suffisamment importante pour qu'elle affecte la personne qui l'a subie. Et à l'égard de la jalousie, notre sentiment est ambigu. J'ai posé la question, l'autre jour, j'étais devant une classe d'élèves en Bourgogne, et je leur dis, alors la jalousie, vous en pensez quoi? Et spontanément, une jeune qui me dit, oh, c'est trop mignon. Et la conversation s'est engagée, et à la fin, avec tous les autres élèves, elle va dire, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout mignon, la jalousie. Je dis, voilà, je suis pas venue pour rien. Voilà. Mais ce qu'on a à déconstruire, c'est tout ce qui entoure, tout ce qui précède, tout ce qui accompagne et tout ce qui fait la tolérance aux violences conjugales et qui sont en fait la confusion entre l'amour et la propriété. Voilà, c'est toute la différence entre l'amour et le droit de propriété, toute la différence entre la passion et le meurtre. C'est la vieille affaire du drame passionnel qui n'est pas un drame comme le drame de la route, mais un acte avec un auteur et une victime et qui ne relève pas de la passion, mais d'une manifestation du sentiment de propriété. Mais sinon, je trouve que le kit, et puis j'ai regardé aussi les petits documents qui étaient posés sur les tables, je trouve que le kit est parfait. Et c'est peut-être, vous avez raison de dire, il faut accompagner les femmes vers d'autres structures. C'est pas aux collègues de prendre en charge.
Et en même temps, il y a une part de prise en charge qui se fait quand même par les collègues. Elle est là, et qu'il faut peut-être lever toute une série de représentations qui rendent des choses compliquées. C'est que c'est pas si facile que ça d'accompagner des femmes victimes de violences. D'abord parce que ça heurte le bon sens. Et la question, c'est mais pourquoi elle part pas ? Pourquoi elle part pas ? Parce qu'il y a l'emprise. Et c'est quoi l'emprise quand on n'en est pas soi-même directement concerné par l'emprise, qu'on l'a pas vécu, qu'on n'en est pas sorti? Eh ben, c'est compliqué à appréhender, quoi. Et ce pourquoi elle part pas, comment dire, fatigue les bonnes volontés autour, si on n'a pas toute la compréhension de tout ça. Et donc, en fait, former l'ensemble d'une communauté de travail au repérage des signaux faibles et à toutes les difficultés de l'accompagnement. Voilà, faut peut-être indiquer aussi que c'est un parcours dans lequel les exigences qu'on aura à l'égard de la personne victime de violence, la femme, c'est quand même le cas le plus souvent, doivent être revues à l'aune de sa propre vie à elle et pas de la nôtre ou de l'idée qu'on s'en fait. Merci beaucoup. Alors, Laurence, l'autre, Laurence Drac, donc vous êtes la déléguée générale de FAS. FAS a plus de 30 ans. 25. Nous sommes très jeunes. Ah oui, vous ne les faites vraiment pas. Et depuis un an, donc, vous êtes engagé sur cette problématique-là. Donc peut-être nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire, quoi. Alors la genèse, elle parle un tout petit peu de nous, même si je vais être très légère sur ce qu'est FAS. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette vieille maison, vieille de 25 ans, et qui fait que nous sommes peut-être, non pas les mieux placés, parce que tout le monde est très bien placé pour le faire, mais une place singulière qui nous a permis de rentrer facilement dans ce beau projet. FAS, c'est le plus vieux et le plus grand réseau d'entreprises engagées en France. Ça, c'est très simple, c'est un fait. Il y a 6150 entreprises qui s'engagent à nos côtés, qui sont là en tant qu'entreprise, mais qui sont là surtout en tant qu'un vaste réseau de collaborateurs qui portent les projets de FAS, qui sont des projets qui concernent l'accès à l'emploi, qui concernent la mixité, qui concernent l'accès aux droits, évidemment, et la lutte contre les précarités de la vie quotidienne, pour ne citer que cela. Et les projets de FAS, au fond, prennent corps dans l'entreprise. Ce qui fait que tout naturellement, en se posant cette question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et quel est le rôle de l'entreprise, on a tellement travaillé avec elle et tellement tenté de projets, tellement incubé et innové des projets qui sont très facilement réplicables, qu'au fond, on était peut-être le bon interlocuteur pour rêver à ce projet-là. FAS, tout simplement, donc 6150 entreprises, des grandes, et c'est celles qui embarquent, c'est celles qui peuvent tester des choses, et des toutes petites, des PME, qui sont importantes aussi dans ce projet-là, même si elles n'ont pas forcément autant de facilité que les autres à prendre toutes les situations en compte. Et en ce qui concerne... Donc ça, c'est nous, c'est FAS. Et puis de l'autre côté, il y a les femmes victimes de violences conjugales. Et en Europe, vous l'avez dit, Sophie, 1 femme sur 3 a été victime de violences physiques ou sexuelles. Voilà, une fois qu'on se dit 1 femme sur 3, on commence à tous frémir. On se dit que bien sûr, on ne connaît personne. Et que dans l'entreprise, c'est 1 femme, 1 personne sur 5 qui connaît un ou une collègue victime de violence. Ce matin, je m'adressais à un parterre de chefs d'entreprise en Normandie et je leur ai dit exactement la même chose. 1 personne sur 5 connaît un collègue ou une collègue victime de violence. Personne ne m'a cru. Parce que si on s'interroge tous les uns les autres, on va dire non mais moi je connais pas, ah si quand même peut-être, ah oui maintenant que vous me le dites. Et au fond, il est très difficile d'en parler, il est très difficile de se le dire, et je crois que nous avons la bonne position pour le faire. Aussi, on a pris l'entreprise comme on la connaît nous, comme notre partenaire. On est un petit peu nous le pivot entre les pouvoirs publics et les entreprises, entre les associations et les entreprises, entre des énergies en fait qu'on fait converger les unes vers les autres. Quand on crée nos projets, on s'est dit qu'on avait que c'était le bon endroit pour échanger sur ce sujet et créer quelque chose qui fasse sens. L'employeur a un rôle à jouer. Certes, il n'est pas celui qui va prendre la main de la femme des victimes de violences conjugales et l'emmener porter plainte. Mais il peut faire quelque chose. Et ce peut faire quelque chose est ce sur quoi nous nous concentrons tous les jours. Nous ne sommes pas dans une injonction à dire « vous êtes l'endroit où ».
nous disons l'entreprise peut être le lieu où la parole se libère, où les collègues accompagnent, où les signes sont perçus de manière différente, et on en reparlera, je crois, tout à l'heure. Voilà, donc avec ce petit pari de nous pouvons, là où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, et dans la taille que nous sommes, l'évolution que nous avons, que nous connaissons, voilà ce qu'on peut faire. Ce qui fait que depuis quelques années déjà, parce que FAS est engagé depuis 2013 avec le premier projet qu'elle a porté il y a longtemps maintenant, à avancer et cheminer, nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les plus grands, nous ne sommes pas les plus forts, mais on a essayé de faire des petites choses et lancer cette étude il y a un an dont les chiffres se passent au fond de commentaires, même si Sophie vous l'a formidablement décrite, et qui sont ahurissants et qui nous engage. Donc ce réseau, et qui est maintenant rejoint, beaucoup d'entreprises en France commencent à signer la charte. On a lancé un grand appel en septembre pour que d'autres entreprises s'en emparent et prennent vos expériences de grandes entreprises pour faire quelque chose chez elles. Ça commence à prendre. Je crois que voilà, on est prêt, et l'entreprise est prête aussi. Donc voilà pourquoi nous on s'est engagés là-dedans. Pour rajouter un mot, Serge. Bien sûr. Juste une chose que j'ai oublié de dire, et une autre que m'évoque le propos de Laurence à côté de moi, c'est que dans les représentations, les choses compliquées, il ne faut pas croire que quand la femme que vous avez accompagnée ou que vous avez co-accompagnée avec des associations et des structures spécialisées quitte enfin le mari, les choses s'arrêtent. C'est parfois là que tout recommence ou que tout continue. Et les violences post-séparation sont une dimension importante des violences faites aux femmes. Et on a parfois tendance à considérer elle est partie. Et c'est pas plus facile pour elle d'en parler une fois qu'elle est partie qu'avant. Et la deuxième remarque, c'est que si nous connaissons probablement tous une femme victime de violences sexuelles, nous connaissons aussi les auteurs, peut-être dans les mêmes proportions. C'est plus compliqué. Comment une entreprise gère des faits délictueux, qui sont extérieurs à l'entreprise. Comment une entreprise gère le fait d'avoir parmi ses collègues, dans la communauté de travail, des hommes violents à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que ça échappe, c'est pas le code du travail. Est-ce que on peut conserver et comment on met sous surveillance un homme dont on suppose ou dont on a des indices qui nous permettent d'identifier que c'est un homme violent à l'extérieur de la communauté de travail. Je pense que c'est un autre sujet peut-être plus compliqué et sur le plan juridique et peut-être aussi sur le plan humain, mais il faut quand même avoir dans l'idée que si on connaît des victimes, on connaît aussi les auteurs. Ça fait d'ailleurs assez lien avec la question qui s'est un peu posée sur le secret médical. Finalement, jusqu'où je parle, quel est le degré de responsabilité par rapport à tout ça. Alors, tu as posé la question, mais on va demander à Rémi, il va être tout content d'y répondre. Alors, Rémi, donc DRH groupe, mais aussi patron de la RSE. Et donc, peut-être, vous avez suivi ce mouvement, vous êtes vraiment parmi les partenaires, mais est-ce que cette réalité, avant que Corian s'intéresse à la question, est-ce que toi, dans ce métier, dans ces responsabilités, finalement, tu avais déjà ressenti qu'il y avait un sujet ? Oui, bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, Sophie Boissard, on a une exposition statistique qui est très forte. Donc avec 82%, 85% au niveau du groupe, 82% en France, c'est-à-dire 16 500 femmes en France, on a une pertinence statistique immédiate. Donc effectivement, je suis dit tout de suite, une telle proportion de femmes implique la pertinence de ce sujet chez nous. Sachant que ce n'est pas un sujet, comme ça a été dit tout à l'heure par Sophie, facile à aborder, puisqu'il touche à beaucoup de points. Les autres raisons qui nous ont fait rejoindre cette initiative, c'est outre la pertinence statistique, c'est les faits que nous remontent nos directrices, nos directeurs et nos assistantes sociales. Pauline en dira un mot tout à l'heure. Et ces faits, quand vous les écoutez en tant que DRH, quand vous les entendez, vous ne pouvez pas rester insensible. Donc vous vous dites qu'il y a un problème, comment le traiter, quelle est la bonne méthode et comment on peut s'équiper là-dessus. Donc c'était aussi le point de départ de notre réflexion. Le troisième point, c'est bien sûr alors pour le coup, une responsabilité sociale forte. C'est au-delà du fait que ce soit une grande cause nationale et politique, c'est aussi une cause pour Corian.
Et avec 82% de femmes, quelle expression plus forte que de responsabilité sociale que de s'occuper des femmes qui tous les jours viennent travailler chez nous et qui sont des victimes de violences. Donc il y a cette cohérence-là. Puis il y a un dernier enjeu qui est plus business, parce que moi je suis un fervent partisan que la RSE ne peut pas être suspendue dans le ciel à côté du monde du business. Donc il faut toujours ramener les problématiques sociétales, environnementales, sociales à des business cases, comme on dit en bon français. Et donc en ramenant ce sujet à des explications concrètes sur la désorganisation du travail du fait des absences des femmes qui sont victimes, et on l'a vu dans l'enquête. Et donc la chaîne immédiate de remplacement, de désorganisation, de déstabilisation des équipes, ça c'est vraiment du business concret tous les jours que vivent nos directeurs, nos directrices. Donc voilà, 4 raisons très concrètes qui nous ont fait rejoindre l'initiative. Et j'ajoute un dernier point, c'est que Corian, c'est une entreprise jeune. Donc on souhaite, via cette initiative, s'appuyer sur les entreprises qui sont un peu plus âgées que nous et qui sont engagées dans cette initiative depuis 10, 15 ans et plus, notamment Kering, hein, Laurence l'a cité, mais aussi L'Oréal qui s'est mis sur le sujet il y a plusieurs années, Carrefour, voilà, donc des grandes entreprises qui sont déjà confrontées à ce genre de situation et qui ont un petit peu plus d'ancienneté que nous. Donc profiter des bonnes pratiques, ça va aussi nous aider à progresser plus rapidement sur ces sujets. Tout à fait. Et puis on dira quand même que parler de l'aspect économique, parce que vous avez bien montré dans l'étude, c'est aussi de la baisse de productivité, mais c'est aussi de la baisse de productivité relationnelle. C'est-à-dire que quand je suis moi-même frappé, abîmé, tout ce qu'on voudra, j'ai plus de mal aussi certainement de me préoccuper et d'accompagner les plus fragiles. Donc il y a aussi une problématique encore plus directe dans une entreprise comme Corian que dans une entreprise de mode, par exemple. L'enquête l'a montré. Moi j'étais surpris des premiers chiffres quand l'enquête est parue. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros. On se dit, mais c'est quoi ce chiffre? C'est astronomique. Alors, la méthodologie retenue par les chercheuses mérite d'être comprise. Mais in fine, quand on ajoute toutes les conséquences pour le business de l'absentéisme dû aux violences et de la désorganisation que ça entraîne, bien entendu, c'est un véritable phénomène économique. Et on ne peut pas le nier. Donc, il y a donc ces deux aspects, en effet. Il y a une grande cause qui illustre et qui incarne notre responsabilité sociale première vis-à-vis des femmes, et puis une cause plus économique. Et le fait de ramener cela à l'économique et au fonctionnement de l'entreprise immédiatement rend la chose beaucoup plus concrète et plus parlante. Alors, Laurence Drac, dans l'étude, un des éléments qui apparaît très très fort, c'est, on va dire, la réticence de ces personnes à en parler, en considérant souvent que le lieu d'entreprise n'est pas tout à fait pour. Il n'est pas fait pour. On retrouve ça d'ailleurs dans d'autres sujets. Hein. La question des aidants, c'est exactement pareil, c'est pas là pour en parler. Voilà. Donc du coup, quelles actions, comment faire finalement pour aider ces personnes à oser causer tout simplement? Il est certain que de toute façon, c'est très difficile d'en parler, que ce soit dans l'entreprise, à la sortie de l'école, avec les mamans qu'on connaît bien, ou même en famille, avec ses parents, ses frères ou ses proches amis. D'abord, il faut être conscient de ce qui arrive, et ça prend parfois beaucoup de temps. On parle de violence conjugale, mais il faut penser qu'il n'y a pas que la violence physique. La violence administrative, les violences financières sont présentes. Et l'emprise peut avoir de multiples formes. Je crois qu'il faut qu'on retienne aussi que c'est parfois beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et au fond beaucoup plus compliqué à dire. Ce que vous disiez, je rebondis juste avant de vous répondre sur ce que vous disiez. Le corps social de l'entreprise, c'est pas... C'est très important de considérer qu'une personne victime de violences conjugales va avoir un grand impact sur tous ses collègues. Une personne qui devient silencieuse, qui s'échappe un peu, qui devient stressée, qui est angoissée. Les autres aussi savent, et ce que vous disiez tout à l'heure, elle est partie. Mais en fait, il va se passer en moyenne 7 allers-retours entre la maison et ailleurs avant le départ définitif. Elle est partie, elle revient. Elle est partie, elle revient. Mais pourquoi elle part pas? Bon sang, c'est pas possible. Et les collègues, ils en peuvent plus, ils ont envie de l'aider, ils ont envie de tout casser. Et ils peuvent rien faire du tout. Donc, qu'elle parle ou qu'elle parle pas, qu'elle est avancée, ou le cheminement, c'est un parcours du combattant. Et pardon de cette image épouvantable, mais c'est quand même un parcours du combattant. Donc, si on revient au lieu de l'entreprise, autant lorsque l'angoisse survient et qu'on comprend, qu'on réalise ce qui se passe, c'est un gouffre, c'est terrible, autant l'entreprise peut être aussi le lieu de l'échange, de la libération de la parole, et au fond de
l'accueil. Alors là, je reprends ma casquette de fondation qui agit contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations. Au fond, c'est considérer la personne qui est à côté de moi, dans mon bureau, dans mon cadre de vie le plus proche. On passe tellement de temps dans nos entreprises, dans sa vulnérabilité, à ce moment-là de sa vie, et être capable d'accueillir ce qui lui arrive. Il faut à la fois que les collègues soient prêts et à la fois que la personne se sente en sécurité, qu'elle puisse parler. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait tous appris à entendre, à avoir le bon réflexe. Une personne qui parle une fois prend un risque énorme. On va me juger, on va me regarder de travers, je vais être mal perçue. Ou est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Parce que bon, il a vraiment été très désagréable 3 fois, 4 fois, 10 fois, mais en fait, peut-être que c'est pire chez les autres. L'accueil et le premier réflexe que va avoir celui qui écoute peut avoir un impact énorme sur la suite. Donc il faut être préparé. Et l'entreprise peut faire ça. Elle peut préparer ses collaborateurs. Alors on a les petites affiches pour les réflexes, le bon numéro de téléphone, la bonne association. Certes, encore une fois, l'entreprise n'est pas le lieu qui va prendre la personne par la main et l'emmener vers. En revanche, elle peut avoir le bon réflexe, les bonnes institutions locales qui vont être capables d'aider, le numéro de la police, le numéro de l'association parce que c'est pas pareil au Mans, à Cherbourg ou à Strasbourg ou que sais-je. Elle va aussi apprendre, nous pouvons apprendre, et nous sommes là pour ça, aux managers, à détecter ce que vous disiez tout à l'heure, les signaux faibles. Ce moment où il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Sensibiliser, outiller, préparer à bien accueillir la personne au moment, voilà, ce moment qu'elle vit. Les collègues à être bienveillants. On parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui, j'y crois profondément, mais c'est un peu un exercice. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend pas comme ça. On ne naît pas forcément bienveillant, en tout cas on est très inégaux. Et puis on n'est pas bienveillant tous les jours. Et surtout au boulot. Parce que là, il faut quand même qu'on remplisse... j'ai pas fini mon travail, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon, ben, cette bienveillance-là, elle s'éduque, elle se nourrit, elle se mature, elle mûrit, et ça peut devenir vraiment quelque chose de très productif, parce qu'on peut être très, très nombreux à être bienveillants, et très nombreux à être accueillants, et donc très nombreux à accueillir ces personnes victimes de violences conjugales. Et apprendre, évidemment, à orienter les femmes. Ça concerne les DRH, ça concerne les managers. Et puis, ça peut concerner les collègues, parce que c'est eux qui sont porteurs de la parole. Voilà, de pouvoir aller voir le DRH en lui disant « Vous savez, Rémi, je crois que ma collègue de bureau a un problème. » Et lui, il sait quoi faire. Donc, je peux lui confier et il va se passer quelque chose. Enfin, j'espère que ça ne vous embête pas que je vous en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a des bonnes pratiques qui ne sont pas repérées depuis 5 minutes. Encore une fois, les groupes dont vous parlez très, très justement ont testé des choses, ont emmagasiné une expérience que nous pouvons partager maintenant avec beaucoup. C'est des jours de congés spécifiques. C'est l'aménagement des horaires pour les consultations. Parce que tout ça, ça prend du temps. Je vais porter plainte. Bah oui, mais quand ? Je ne vais pas porter plainte avant d'aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il va le savoir. Non, c'est sur mon temps de travail. Ce n'est pas à l'heure du déjeuner. C'est en plein milieu. Paf. Et là, personne ne sera là, et peut-être même que je ne serai pas seule. C'est, par exemple, avoir, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les bons numéros, les bons accès, les bonnes associations qui sont le soutien à l'accès à un nouveau logement. Ce n'est pas possible pour toutes les entreprises, évidemment. On ne peut pas demander la même chose à une PME de 25 personnes et un groupe de 15 000 salariés, évidemment. Mais c'est possible. La mobilité géographique, vous en avez donné un exemple quand on était à une autre table ronde la semaine dernière. Faire venir des professionnels sur le lieu de travail, encore une fois, pour expliquer, acculturer, etc. Et avoir un réseau interne de référents, vous en avez parlé, Sophie, c'est très important. Il faut qu'on puisse identifier dans une entreprise comme celui qui est responsable des incendies. Toi, tu es celui qui, dans mon étage, est chargé de me montrer le bon chemin en cas de sonnette d'alarme. On a fait tous l'essai au moins une fois par an dans les entreprises, c'est obligatoire. Il peut y avoir cette personne référente. Je sais que c'est Aude, je sais que c'est Martine, je sais que c'est Sophie, je vais les voir. Et tout ça fonctionne. Ce ne sera peut-être pas la solution définitive, mais pièce par pièce, petit bout par petit bout, et l'entreprise a son rôle à jouer sans qu'on l'enjoigne à changer drastiquement, mais à sa place.
Merci. Pauline Joly, vous êtes chez Korian, justement la responsable santé et qualité de vie au travail. Je dirais que justement, on est un peu sur les mêmes problématiques. Comment repérer et prévenir ces sujets et comment aider pour que les femmes concernées puissent justement alerter ce qu'on disait, cette difficulté aussi à la fois à être repérée ou à se le dire et puis à agir. Tout à fait. Donc le service social du groupe Korian, il a été créé en 2013, donc c'est relativement récent par rapport à d'autres entreprises. L'idée du service social, c'est d'offrir en fait aux salariés en premier lieu un espace confidentiel et neutre où les salariés pourront exprimer leurs difficultés personnelles et les violences conjugales. On travaille régulièrement à accroître la visibilité du service social auprès des salariés, mais également auprès des managers. L'idée, c'est d'intervenir régulièrement dans nos réunions dans nos réunions régionales où les directeurs sont présents pour leur rappeler les domaines d'intervention du service social et les dispositifs qu'on peut solliciter. On a plusieurs partenaires qui sont l'Action Logement, également notre prévoyance Malakoff Médéric, qui nous permettent de solliciter des dispositifs soit pour les aider à quitter le logement ou sur des questions financières. Ensuite, comme l'a dit Rémi lors d'une précédente table ronde et au vu de notre maillage territorial, on a cette possibilité, si la salariée le souhaite, de lui offrir le temps temporairement en fait, de changer d'établissement pour la mettre à l'abri par rapport à un conjoint qui serait violent. Et sinon, c'est vrai qu'il est aussi nécessaire de rappeler et d'alerter en effet le manager ou le salarié qui nous transmet une situation de violence conjugale, de l'alerter sur le processus en effet des violences conjugales et notamment la roue de la violence avec cette particularité des allers-retours que la salariée pourrait faire et ne pas quitter le domicile dès la première alerte. On a la chance du coup d'avoir ce e-learning qui va être proposé à nos salariés et à nos directeurs d'établissement et ce sera un outil de sensibilisation très fort pour justement former et accompagner nos managers à accueillir ces situations. Et du coup, j'en profite pour passer la parole à Aurélie qui va nous présenter le module. Oui, donc j'ai été en charge de construire ce module e-learning donc en collaboration avec FAS. C'est un projet commun. FAS est venu avec ce projet d'e-learning, nous a donné un contenu et donc j'ai tenté de proposer une solution digitale de formation et de sensibilisation. Les objectifs principaux de ce e-learning sont bien sûr de sensibiliser tous les collaborateurs, pas uniquement les salariés, les managers, pardon, parce que comme vous l'avez signalé dans les résultats de l'étude, 85% des salariés victimes de violences se sont confiés à une collègue ou à un collègue et pas nécessairement à un manager ou les personnes référentes dans leur entreprise. Donc sensibiliser tous les collaborateurs Korian sur le sujet, informer et donner des clés à ces collaborateurs donc, auxquels on se serait confié pour pouvoir justement aider ces salariés. Et puis surtout ouvrir le dialogue et créer un environnement de travail bienveillant. Ce module e-learning donc, est d'abord créé pour FAS dans le cadre du projet CISE. On se l'est approprié et on a pu, dans ce module, avec l'aide de Manon Vrier, qui est assistante sociale au siège, apporter des éléments d'information et de connaissances sur les dispositifs qui sont proposés au sein du groupe. Ces éléments d'information, je l'espère, vont porter ses fruits. Et on devrait pouvoir diffuser le module très prochainement. Il est prêt. Donc on va voir de quelle manière et à quel moment exactement on va pouvoir le diffuser. Merci beaucoup. Oui, parce que... c'est la séquence d'introduction. Korian en France vous propose ce module sur la prévention de l'impact des violences conjugales au travail. Une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie en Europe. Quand on se concentre sur les violences conjugales, le chiffre s'élève à une femme sur 4 en Europe. Une majorité de ces femmes travaillent. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour elles ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles ? Ne détournez pas le regard, agissez.
Donc c'était la séquence d'introduction de ce module e-learning. Il dure environ 30 minutes. Nous avons prévu, après la fin du plateau, pendant le cocktail, de pouvoir vous faire une démonstration de ce module. Donc, si vous le souhaitez, venir tester quelques séquences, pas en entier, bien évidemment, parce qu'en tout et pour tout, il dure une 30aine de minutes. Mais on a prévu quelques séquences les plus significatives pour que vous puissiez vous-même le tester dès ce soir. Voilà. Merci. Donc, voilà. Un certain nombre d'entre vous n'iront pas déguster le cocktail, mais iront voir ce film. Et on pourra mesurer votre implication. Voilà. Ne détournez pas le regard des victuailles et allez voir le film. Alors, peut-être très vite, parce qu'on est vraiment extrêmement en retard. Rémi, juste, Corian, c'est pas que la France, donc c'est aussi sur les autres pays. On sait, en ce moment, on entend, d'ailleurs c'est intéressant, on dit en Espagne, il y a eu un travail très approfondi, alors que souvent on a tendance à dire oui, les pays du Sud et les pays du Nord, c'est pas pareil. Ben, finalement, c'est en Espagne où les choses ont bougé le plus. Donc vous, par rapport aux autres pays où vous êtes présents, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez on est présent dans 6 pays en Europe. La France est pionnière, en tout cas sur ces outils et sur la démarche via la coopération avec FAS et les partenaires. Trois choses simples et rapides. La première, c'est qu'on va bien entendu diffuser l'e-learning dans tous nos pays. Il a l'avantage d'être simple, modulaire et facile à comprendre pour toutes sortes de populations. Deuxième action, on va travailler avec les DRH des pays européens sur des programmes spécifiques dans leur pays. Il y a quelques années, l'Italie, par exemple, avait une très belle initiative qui s'appelait Dire, donc dire en italien, qui mettait en valeur... qui réservait par exemple des postes à des femmes qui étaient victimes de violences en priorité, et puis qui avait un ensemble d'actions de communication très, très sympa, par exemple un calendrier avec des photos des femmes victimes de violences. Évidemment, on ne voyait pas, mais c'était une façon de le dire subtilement et indirectement. Donc voilà, on va continuer à travailler avec les pays européens sur ce sujet. Et puis dernier point qui est important, c'est qu'on va aussi, pourquoi pas, travailler avec les syndicats sur ce sujet. Parce que ce n'est pas un sujet qui est... On le voyait dans l'enquête d'ailleurs, qui ne remonte pas par le canal syndical spontanément, il remonte par le canal managérial de proximité. Donc pourquoi pas, à l'occasion du renouvellement de notre accord qualité de vie au travail l'année prochaine, pourquoi pas associer les syndicats à cette réflexion. Et je termine par un point très important pour moi, c'est le management. On voit bien que sur ces sujets qui sont difficiles à aborder, il faut beaucoup de subtilité, et donc il faut que nos directeurs, directrices ou encadrement intermédiaire apprennent à repérer les signaux faibles ou forts. Une fois qu'ils ont repéré, il faut orienter, il faut isoler le sujet, il ne faut pas le traiter de manière publique ou ostentatoire, et il faut orienter sur les bonnes personnes, les personnes qui savent. Et tout ce cycle-là, il faut aider le management à s'y former. Ce n'est pas des sujets, encore une fois, qu'on attrape facilement. Voilà quelques actions. Merci beaucoup. Alors, fin, je dirais, de la première partie des choses. L'ambiance est sympa, je vous sens tous en pleine forme, joyeux et tout ça. Alors, on va passer d'abord, pour faire césure entre les deux moments, un petit micro-trottoir autour justement de cette question qu'on avait posée. Le soin se conjugue au féminin. Ça rimait, mais ça avait aussi beaucoup de choses. Et donc, on va regarder un rapide petit micro-trottoir. Ensuite, je vous demanderai de réagir. J'ai été aidante. Moi, je suis pas aidant, mais mon beau-frère l'est. Bah oui, j'en suis une. Non, je suis pas du tout aidant. Pour le moment, mes parents sont encore assez jeunes, donc non. Si jamais ils viennent avoir besoin, oui, bien sûr. A priori, ça devrait arriver. C'est dans l'ordre des choses. Je l'ai fait spontanément, j'en avais envie. C'était un moment de grâce pour moi parce que je pouvais être plus proche de mes parents. Pour le moment, je pense que je ferais plus appel à un organisme question de temps. Ils nous ont élevés, donc à nous de leur rendre un petit peu l'appareil. La femme, elle est peut-être plus patiente et plus amène de prodiguer des soins comme ça aux personnes âgées. Non, ça tient peut-être au stéréotype qu'il y a dans la société. Il y a des métiers qui attirent traditionnellement plus les femmes, d'autres plus les hommes. La femme, c'est tout. Une mère, la femme est une mère. Je crois que ça résume, non? Je pense que c'est un milieu qui est très très compliqué et que... Il faut avoir beaucoup de patience et je pense que les femmes ont plus de patience que les hommes. C'est un métier qui demande de l'empathie et je pense que c'est une qualité plus féminine. Ça date de l'époque des bonnes sœurs et de la mainmise de l'Église sur le soin et sur toutes ces choses-là. Les femmes ont peut-être plus tendance à coucouner les gens, enfin à prendre soin d'eux.
De toute façon, il faut de la parité partout. Si c'est bien comme ça, on n'est pas obligé de tout changer non plus. Est-ce que ça doit se changer? Oui et non. Enfin, je pense que c'est important d'avoir de la mixité, mais aussi un métier qui nous correspond. Enfin, ce serait bien même qu'il n'y ait pas de quota, qu'il n'y ait rien du tout, que ça se passe naturellement. Laurence Rossignol, je suis sûr que tu as envie de réagir, que ces questions de stéréotypes, tout ça ont dû beaucoup te faire réagir. Et puis après, ce sera la question, au-delà de la réaction, c'est comment justement on accompagne et on prend soin, de certaine manière, des personnes et des femmes en particulier qui prennent soin. Oui, enfin, c'est assez attendu. Voilà, est-ce que les propos qui sont là sont attendus, puis correspondent à une répartition historique des rôles entre les hommes et les femmes. Les femmes se sont toujours occupées de ce qu'on appelle en langage économique les improductifs, c'est-à-dire les enfants, les malades et les personnes âgées. C'était leur participation à la production, d'ailleurs, pendant fort longtemps. Après, je suis toujours un petit peu troublée parce que c'est plus facile de ne pas le faire, disons-le clairement. C'est plus facile de dire les autres le font tellement mieux que moi, pourquoi j'irais le faire? C'est un peu ce que disent certains de ces garçons. Voilà, mais les femmes font ça très bien. Et les femmes le font effectivement au quotidien sans se poser de questions. Voilà, sans se poser de questions. Et, par ailleurs, ce qui m'embête, ce qui me perturbe sur ces sujets, c'est que cette capacité des femmes aux soins, qui est une capacité acquise et non pas une capacité innée, on n'a pas le gène de la patience. Nos cerveaux, quand on les dissèque, sont tous différents, ceux des femmes et ceux des hommes, parce que tous les cerveaux des individus sont différents. Il n'y a pas deux cerveaux pareils, mais personne n'est capable d'identifier les cerveaux des femmes des cerveaux des hommes. Cette différence entre les cerveaux ne renvoie à aucun caractère sexué. Et ce qui me trouble le plus, en fait, c'est pas tant qu'on attribue aux femmes ces compétences du care, c'est qu'elles soient aussi dévalorisées. Parce que c'est des belles compétences. Au risque de troubler en disant ça, c'est des belles compétences. Le fait d'avoir le sens du lien, le sens de l'attention à l'autre, le courage. Le courage, le plus étonnant est toujours ça, c'est qu'on attribue aux hommes le courage. Mais vous avez déjà évalué le courage spontané des hommes devant la maladie et la mort? Ce dont c'est pas le métier. Historiquement, c'est les femmes qui sont là. Quand il faut accompagner les malades, les personnes en fin de vie, les mourants, quand il faut faire la toilette des morts, c'est les femmes qui sont là. Et j'ai pas envie que les femmes perdent cette compétence. Je préfère continuer de la valoriser et de la partager. Mais je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que j'ai mis longtemps avant d'arriver à ce point de vue-là. C'est-à-dire que je pense que c'est des compétences acquises, que c'est nos conditions matérielles d'existence qui déterminent et qui font ces compétences, et que ce sont des compétences qui sont sous-qualifiées et sous-estimées et mal rémunérées, que ce soit en monnaie sonnante et trébuchante ou en rétribution narcissique. Et c'est ça qui me contrarie le plus. C'est pas le fait que les hommes ne les aient pas. J'espère qu'aujourd'hui, dans les nouvelles discussions qu'il y a autour des nouvelles masculinités, peut-être ces compétences vont leur venir. Mais ces compétences, elles sont pesantes aussi. On y va à la fois spontanément parce qu'on a été formaté pour ça, et en même temps, si les hommes ne les prennent pas, c'est parce que leur intérêt n'est pas de les prendre. C'est ça le fond. Voilà. C'est pourquoi les hommes font pas les tâches ménagères. Parce que ça renvoie quand même un peu à ça. C'est la prise en charge de ce qui est le domestique, la prise en charge de soi-même et des autres. Les statistiques sont terribles parce que l'évolution du partage dans les tâches ménagères n'est pas à la hauteur ni de l'idée qu'on s'en fait, ni de l'idée que s'en font les hommes. Moi, j'ai pas de chance parce qu'à chaque fois que je dis que 6% des hommes font la lessive, les 6% sont toujours dans la salle. Ou peut-être j'ai beaucoup de chance. Et
ces compétences, enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que si ces compétences sont aussi mal distribuées, c'est parce qu'elles sont lourdes à porter. Voilà. Et qu'en fin de compte, chacun essaye comme un peu dans la vie de se débarrasser sur les autres de ce qui est pesant et peu gratifiant. Et donc la gratification qu'il peut y avoir dans le soin, et c'est ça qui est intéressant dans ce que disent ces femmes, c'est qu'il y a une gratification dans le fait de s'être occupé de leurs parents. Il y en a une qui dit, il s'est passé quelque chose, je ne sais plus où elle le dit, mais c'était assez joli, c'était des beaux moments. C'était des beaux moments. Et c'est des beaux moments à côté desquels beaucoup d'hommes passent, parce que leur intérêt immédiat qui consiste à se débarrasser des choses difficiles les amène à passer à côté de ça. Je n'ai pas la solution pour la parité exacte de ce genre de tâches. Je ne sais pas. Ça ne passe pas par la loi, ça ne passe pas par des campagnes, ça passe par une évolution de ce qu'est la masculinité et la valorisation de ces compétences-là. Mais j'exclus pas que nos sociétés, que beaucoup considèrent comme étant relativement déshumanisées, finissent par revenir et réhabiliter ces compétences. Voilà, ce que je voulais dire, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous attendiez, mais c'est le point où j'en suis dans ma réflexion. Il y a 5 ans, je vous aurais probablement pas dit la même chose, et peut-être que dans 5 ans, ce sera encore pire. Merci. On avait évoqué plusieurs fois... On avait évoqué ensemble plusieurs fois la question du care. En fin de compte, c'est ça. Au début, c'est né aussi d'un certain nombre de chercheuses féministes américaines disant quand même tous les métiers du soin sont globalement produites par des femmes et souvent invisibles et très très mal payées. Et donc il y a aussi toute une question. Et quand je parlais au tout début les parts de féminité et de masculinité de chacun, c'est aussi ça. On peut être un homme et avoir ses parts de féminité ou associées à cette féminité qui permettent aussi de produire du care. Et de ce point de vue-là, il n'y a du coup pas de différence particulière. Et donc oui, on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Il faudrait que les hommes comprennent que les stéréotypes de genre contre lesquels nous, les féministes, nous combattons, les concernent largement. Et que ces stéréotypes de genre qui pèsent sur eux sont très coûteuses dans leur vie, très coûteuses, que c'est très fatigant de devoir être tout le temps performant, de ne jamais pleurer, les taux de suicide le révèlent, la lutte contre les stéréotypes de genre, elle devrait aujourd'hui impliquer davantage les hommes. Alors moi, je ne vais pas prendre en charge la lutte contre les stéréotypes des genres des hommes. Hein. Non mais c'est vrai, j'ai déjà assez à faire avec les femmes. Ça, c'est comme les garçons qui viennent nous voir en disant vous pourriez pas faire quelque chose, les féministes, parce que nous, l'été, on est obligé de porter des cravates et des costumes. Et vous êtes en petite robe légère. Je dis, nous, on peut rien faire, mais toi, je t'empêche pas de te faire une pétition, de te battre et de mobiliser tes collègues. Chacun doit prendre en charge sa propre cause quand même, parce que en plus, dans le CARE, il faudrait qu'on prenne en charge... La nouvelle version du CARE, c'est qu'on prenne en charge les revendications des hommes pour les libérer de leurs stéréotypes de genre. Alors, on veut bien leur expliquer, les aider à les identifier, parce qu'on a un temps d'avance là-dessus, incontestablement. Mais après, il faut qu'eux aussi se mettent en mouvement pour le faire. Y compris d'ailleurs face aux femmes. Je donne un témoignage personnel, je n'ai aucun sens d'orientation. Et à chaque fois, on dit, et plusieurs fois, y compris des femmes, ils disent, mais pourtant, t'es pas une fille. Je dis, voilà, hein, parce que c'est associé tout ça. Donc c'est vrai que derrière, il y a aussi tous ces éléments-là qui sont largement portés des deux côtés. Et donc qui renforcent là aussi de manière assez forte. Alors, avec tout ça, Rémi, dans un groupe, on a dit, 82% en France sont des femmes. Donc, comment on s'adapte justement à cette féminisation des métiers et comment très concrètement, vous accompagnez ces salariés? Bon, d'abord, je dirais, Madame Rossignol, je me suis sans cravate, donc, vous voyez. Non, alors, pas beaucoup. Non, il en reste quelques-unes. Plus sérieusement, moi, ce qui est très important pour nous, c'est de la cohérence d'ensemble des politiques ressources humaines que nous menons. Là, on est très heureux, bien sûr, de participer à ce programme des violences conjugales, mais si on le fait tout seul dans un coin, sans cohérence avec tout ce qu'on fait par ailleurs, ça ne sert à rien. Donc c'est ça le message le plus important, je pense, c'est quand on parle de projets, de programmes spécifiques concernant la féminisation, ça doit s'accrocher, ça doit être raccroché à un ensemble de politiques. Exemple, des politiques d'égalité professionnelle hommes-femmes, qui sont d'ailleurs régies par la loi, hein, la plupart du temps, donc ça dépend des pays, mais c'est quand même souvent la loi. Des politiques internes de promotion des femmes, on a décidé...
avec Sophie Boissard il n'y a pas très longtemps d'imposer par exemple une femme sur toutes les shortlists de recrutement pour ce qui concerne en tout cas le top management. On s'est fixé un pourcentage de 50% au minimum de femmes dans le top management d'entreprise et on descend ces critères ainsi. Vous voyez, donc si on n'a pas cette cohérence d'ensemble, à savoir la promotion des femmes chez Korian du plus petit niveau au plus haut niveau, si on n'a pas des politiques d'accord signées avec les syndicats qui soutiennent ces politiques, si on ne fixe pas une ambition globale sur comment aménager les carrières des femmes au même titre que celles des hommes dans le cadre de politique RH groupe, ça ne sert à rien de se lancer dans les violences conjugales. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça la cohérence. Et puis, deuxième aspect, pour aller vite, on a lancé il n'y a pas longtemps une grande campagne interne qui s'appelle le soin à cœur. Dont un des grands fondements est ce qu'on appelle aujourd'hui la symétrie des attentions, c'est-à-dire s'intéresser autant à nos équipes qui tous les jours font ce travail merveilleux du soin qu'à nos résidents et à nos clients. Et donc dans cette symétrie des attentions, on a fixé 8 engagements RH très précis, dans lesquels il y en a au moins 3 qui concernent directement les femmes et les hommes, mais en grande partie les femmes. Le premier, c'est de prendre en compte l'individualité, de respecter chacune tel qu'il est. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, mais ça veut dire que derrière, on va le traduire très concrètement par des programmes d'attention de toutes nos équipes. Le deuxième, c'est la santé au travail. Et là, par ce programme-là, on va pouvoir aussi travailler sur la santé des femmes, la santé des hommes et la santé des femmes au travail. Et puis, un point très concret, par exemple, qui est l'aménagement des plannings. Ça a été dit tout à l'heure, chaque femme est différente, chaque homme est différent, chaque site est différent, on a un réseau d'établissements, chaque réalité de site est très différente d'un site à l'autre. Eh bien, le planning, c'est l'outil roi, c'est l'outil cœur dans un site. Donc, adapter un planning, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître ses équipes, ça veut dire connaître les femmes qui composent des équipes au plus près du terrain, et ajuster, adapter le planning pour qu'il soit en accord, en cohérence avec ce que les femmes vivent dans leur vie professionnelle et privée. Voilà. Donc pour conclure là-dessus, je dirais que tous ces projets sont très intéressants, mais ils ne peuvent pas exister s'il n'y a pas une colonne vertébrale de cohérence RH sur la place et la promotion des femmes dans l'entreprise. Pardonnez-moi, je voudrais poser une question parce que je n'arrive pas totalement à comprendre. Dans des entreprises comme les vôtres, qui sont à combien, 85% féminines, qui font appel à des compétences dans lesquelles il y a des femmes diplômées. Bon, je veux bien reconnaître qu'il y a certains métiers, pour parler des métiers de l'informatique, où la France a terriblement régressé au cours des 30 dernières années. Je rencontre des entreprises, services informatiques par exemple, qui me parlent des problèmes de vivier, de candidats. Il n'y a que des hommes parce qu'on forme aujourd'hui beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais vous, dans vos métiers, je m'attendais presque à ce que vous nous disiez, on est obligé de mettre un quota d'hommes pour le management. Comment se fait-il que ce ne soit pas comme ça ? Ce n'est pas encore le cas, le quota d'hommes. Bien sûr, on travaille aussi sur l'attractivité de nos métiers pour les hommes. On manque d'hommes, très clairement, dans les équipes de soins. On pourra en discuter avec les patrons de sites qui sont ici. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, oui. Alors, dans le management, par exemple, en France, on a d'un pays à l'autre, c'est différent. En France, c'est 2/3 des femmes qui sont dans les équipes de direction. Si on va au corporate, il y a aussi beaucoup de femmes. Voilà. Mais restons modestes. Fixons des cibles atteignables et montons les marches les unes après les autres. Voilà. Parce que 85% de femmes, oui, mais des aides-soignantes, des infirmières. Alors on a des très beaux parcours promotionnels. On a des aides-soignantes qui deviennent infirmières coordinatrices. On a des infirmières coordinatrices qui deviennent directrices d'établissement. Et ce sont des parcours sur lesquels on fait très attention et on a décidé de renforcer cet aspect-là dans les 3 ans qui viennent, avec des objectifs précis de doublement de ces parcours. Donc ça, et puis c'est des parcours magnifiques. Mais néanmoins, c'est pour ça que j'ai cité ce chiffre, c'est que sur le top management, ça reste très difficile. Parce que la plupart des postes de top management en France et dans beaucoup de pays sont masculins. Donc c'est pour ça qu'on a mis la barre à 50%, sur le top management, qui est la partie la plus difficile. Je peux d'ailleurs, Rémi, témoigner, parce que dans le master que je dirige, j'ai beaucoup des personnes qui viennent de chez vous, des femmes par exemple qui étaient infirmières, et puis qui se retrouvent à un moment donné quand même. Et c'est quand même pas rien comme parcours, de se trouver. Et un jour m'avait dit, vous vous rendez compte, maintenant, moi je dirige des médecins.
C'est aussi ça quand même qu'il y a derrière, donc c'est aussi pas rien. Et puis il y a par exemple, je reconnais Anaïs Randré qui est avec nous, qui est chez vous, qui est quand même une de vos stars, et qui nous fait aussi l'amitié de donner des cours au master, quoi. Donc c'est aussi des gens qui sortent et qui sont aussi capables et de montrer aussi un exemple, y compris à des femmes, y compris d'ailleurs à des femmes qui parfois viennent d'autres cultures où ce rapport femme-homme est aussi assez complexe. Donc c'est aussi ça, il y a aussi ces valeurs d'exemplarité qui sont importantes. Alors peut-être, on va terminer très vite, Laurence Rossignol, juste sur, il y a eu le rapport El Khomri et ainsi de suite, pour se dire comment on peut faire à la fois pour mieux valoriser tous ces métiers, dont on a dit plusieurs fois qu'il y a du mal à trouver du monde, ils sont mal payés, ainsi de suite, et comment on peut faire aussi pour justement, il y ait plus de mixité, c'est-à-dire aussi plus d'hommes qui puissent venir, y compris à des niveaux plus modestes. En les payant bien. Je suis désolée, mais je ne vois pas d'autre réponse. Voilà. Mettant des salaires qui soient des salaires décents, et en organisant aussi et en qualifiant le travail. Je ne connais pas le fonctionnement de vos EHPAD, mais j'en ai quand même fréquenté un certain nombre. Et comme beaucoup de gens de mon âge, je les ai fréquentés en tant que secrétaire d'État, quand j'étais secrétaire d'État aux personnes âgées, et je les ai fréquentés comme beaucoup de gens de mon âge, à titre privé, personnel. J'étais par exemple frappée de voir que les mêmes femmes, parce que c'était que des femmes, faisaient tout à la fois le ménage, les toilettes, l'animation. C'est un seul métier dans un canton. Un seul métier. Enfin, une seule personne pour plusieurs métiers, pour être plus précis. Une seule personne, un seul poste pour plusieurs métiers. Donc, ça ne peut que déqualifier tous ces métiers. Si vous demandez à quelqu'un d'enchaîner la toilette après avoir passé la toile, plus ensuite de s'occuper du repas, plus ensuite de faire de l'animation auprès de personnes âgées et en perte d'autonomie, c'est pas très étonnant qu'on ait des problèmes d'attractivité et de qualification. Chacune de ces tâches est en elle-même une tâche qui mérite une qualification. Et puis franchement, la question des rémunérations, c'est quand même pas un sujet, comment vous dire, grossier. Les gens travaillent quand même pour gagner leur vie. C'est la base quand même de l'échange. Si les rémunérations sont aussi faibles et les plannings aussi durs, c'est forcément pas attractif. Voilà, je n'ai pas de choses à inventer et pour tourner autour et éviter le sujet central aujourd'hui qui est posé dans toute notre société, c'est quels sont les salaires décents pour vivre. Et qui a les salaires les plus bas? Les femmes. Et ces salaires ne sont pas décents. Eh ben, au moins c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a... On est très en retard, mais pour autant, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent prendre le micro pour exprimer ou une question, une réaction ou un témoignage, elles sont bien évidemment, elles et ils, parce que maintenant il faut être très attentif, les bienvenus. Et si les unes ou les uns souhaitent intervenir, c'est le moment ou jamais, comme dirait l'autre. Alors Laure, si on peut passer un micro. Bonsoir, merci beaucoup de toutes ces interventions. Merci à Corian de s'investir dans ce domaine. Moi, je voudrais revenir sur la première partie de la table ronde sur les violences conjugales. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour essayer de les détecter, essayer d'aider les personnes. En revanche, on est dans une société qui est la société de la performance. Et je pense que ce qui est compliqué, sur lequel il faudrait aussi qu'on continue à travailler, certainement, c'est lorsque l'entreprise apprend qu'une femme a des violences conjugales, elle n'est plus le symbole de la performance. Et alors, dans le pire des cas, si elle perd son travail, que devient-elle? Parce que la violence conjugale plus la violence, là, c'est le début de la fin. Donc, est-ce qu'il y a aussi, je vois qu'on a travaillé beaucoup sur la première partie. Est-ce que dans vos associations, vous réfléchissez aussi à cette deuxième partie des difficultés? Merci. Alors, on va faire... Merci. Donc effectivement, là, on a travaillé, c'est un premier champ d'action qu'on a travaillé, c'était vraiment interne aux entreprises. On a d'autres projets de développement de projets, et notamment sur l'Île-de-France, une expérimentation d'accompagnement des femmes victimes, mais vers l'emploi.
Donc vraiment comment intégrer. L'idée c'est aussi de tout ce qu'on a fait, c'est de sensibiliser et que justement l'entreprise ne soit pas une violence économique qui se rajoute à une violence physique, conjugale, etc. Donc ça veut dire que la femme se sente à l'aise pour pouvoir en parler et ne risque pas justement d'être licenciée, etc. Et que son manque de la diminution de la performance ne soit pas pénalisée. Donc c'est tout l'enjeu de la sensibilisation qu'on peut faire et du coup voilà de travailler, etc. Je vais juste rebondir aussi du coup sur Madame Rossignol, ce que vous avez dit sur les auteurs. Je pense que l'enjeu c'est aussi de développer des sensibilisations qui s'adressent à tous et toutes. On ne pourra jamais rentrer dans une entreprise en disant on va travailler sur les auteurs de violence. Par contre, travailler sur les stéréotypes, sur les mécanismes de la violence et sensibiliser tous les salariés. Il y a un impact en fait second de travailler sur toutes ces questions de déconstruction des stéréotypes. On a travaillé avec une association en Belgique qui s'appelle Praxis, qui fait de l'accompagnement des hommes, des auteurs de violences. Et c'est ça l'enjeu. Eux, ils disent qu'il y a un impact pas direct, mais indirect, qui fait qu'un homme peut, s'en rendre compte qu'il est violent, parce que autant une femme, elle a difficile à se dire je suis victime de violence, un homme a encore plus difficile, je pense, ou en tout cas... Enfin, c'est très subtil, mais c'est difficile pour lui de se dire je suis vraiment auteur de violence. Et du coup, comment est-ce qu'il peut être accompagné ou être aidé, etc. C'est aussi de se rendre compte, de pouvoir en parler avec ses collègues, etc. Donc c'est le deuxième volet de nos projets. On va en discuter prochainement tous ensemble avec les entreprises. C'est de développer tout cet accompagnement, ou en tout cas comment sensibiliser autour des auteurs et comment accompagner les femmes victimes vers l'emploi. Voilà, des belles perspectives de travail, en tout cas. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça fait aussi lien à toute l'idée de dire que c'est aussi quelque chose à travailler dès l'école, avec les petits garçons comme les petites filles, voilà, au plus tôt, parce que c'est là aussi où les choses se passent. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, vous voulez bien passer le micro? Merci. Bonsoir. Naïma Dib, je suis directrice d'un établissement et d'une clinique de soins de suite réadaptation à Paris. Je voulais, en écoutant la première partie de l'intervention, livrer un témoignage pour une salariée qui s'est relativement beaucoup confiée et ouverte de sa situation personnelle. Et voilà, j'ai beaucoup pensé à elle pendant cette intervention. C'est une jeune femme qui a vécu des violences conjugales à plusieurs niveaux, qui est venue assez facilement finalement me les confier. Et on était beaucoup en lien avec Manon. J'ai cru voir Manon... Manon, tu dois voir de qui je parle. C'est une histoire qui a duré plus d'1 an, avec le côté « Bonjour madame, je vous informe que mon mari... voilà. » Désolée, je suis un peu touchée. Mais... Donc, son mari était relativement malveillant à son égard. Et il y avait aussi en jeu ses 2 petits-enfants, dont un enfant très petit. Je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Et c'était vraiment très désemparant. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est plutôt la faciliter dans sa flexibilité, son agenda, son organisation. Mais finalement, ça poussait plus loin sa situation, ça s'améliorait pas et c'était très difficile. Finalement, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et vous avez raison, Madame Rossignol, la première clé et que j'ai découvert avec Manon, c'est de porter plainte. Oui, elle veut changer d'appartement. En fait, elle quitte le foyer conjugal. Le mari n'a rien demandé, il faut porter plainte. Bon, êtes-vous prête à porter plainte? Pas du tout. Et on s'y est repris à plusieurs fois avant de l'envisager. Et je lui ai dit, je vous accompagne. Ah bon, vous allez venir avec moi porter plainte contre mon mari? Bah oui, ça fait partie de votre travail. Et moi, j'ai évidemment répondu oui. On ne s'est pas posé la question. Notre rôle, il est économique, il est de performance, etc. Vous n'êtes pas bien, ça se voit. Et ça nous touche. Donc ça a pris du temps. Elle est partie porter plainte après plusieurs mois. Et ensuite, ça a pu dégager une situation de recherche d'appartement et de pouvoir contacter nos bailleurs sociaux pour pouvoir présenter quelque chose. Alors je vous la fais très court, parce qu'il s'est passé, ça a pris 1 an, désolée. Ensuite, s'est posé la question finalement de partir et de trouver un appartement. Et c'est pas facile, encore moins à Paris. Et que s'est-il passé après? Et donc, du coup, elle a voulu se rabattre parce qu'elle ne trouvait pas de logement dans ses moyens par rapport au fait de sa nouvelle condition de femme isolée. Et elle a dû partir en province auprès de ses proches. Et elle me dit, mais finalement, dans la ville où j'ai atterri, je ne trouve pas de travail, je suis doublement pénalisée, comment vous pouvez m'aider? Et notre aide qui a été de dire, écoutez, là, vous avez un solde de congés payés, posez-les, c'est pas des congés payés, mais je vous donne le temps d'aller chercher finalement un travail dans votre nouvelle ville, de scolariser vos enfants, trouver une histoire de crèche, etc. Et elle ne trouvait pas, et donc on a prolongé cet état de congés payés, et puis après, nous, en liaison avec ce que dit Laure, en fait,
On sait que si demain, elle quittait en plus son emploi, donc certes, elle avait... Première étape, je quitte mon mari, c'est quelque chose de bien, mais il fallait ensuite gérer la partie économique, à se retrouver sans financement, sans revenu, etc. Donc, on est parti l'accompagner sur ce point-là, et on lui a dit, elle me dit, je démissionne. Je lui ai dit, il en est hors de question, je veux que vous trouviez un CDI ou un long contrat pour pouvoir, effectivement, vous autosuffire. Et c'est comme ça qu'on l'a accompagné pendant 4 mois, en chaque fois renouvelant du congé payé ou du congé sans solde ou des dons de congés entre collègues, etc. pour pouvoir lui permettre, après 4 mois, de trouver et un logement, des places en crèche, une place à l'école, un travail, être près d'elle. Et voilà, parce que les violences conjugales, oui, mais il y a aussi le poids économique que pèse, parce qu'en plus ce mari il faisait des emprunts et puis il pompait son salaire, et du coup elle me dit, on est le 5 du mois, il me reste 5 € pour vivre, c'est juste pas du tout entendable, surtout quand on connaît la salariée, on connaît les enfants, enfin humainement c'est très déstabilisant, et du coup on met en place des mécanismes internes, et c'est là où on a toute la latitude de dire oui, là, comme la collègue qui fait le logement, nous on lui a dit on vous aide à déménager, on vous prête nos locaux, on vous met vos affaires en attendant parce que vous partirez pas de rien, et surtout on peut prêter des sous, donner des sous pour pouvoir, là on est sur la dignité, voilà, vivre décemment, pouvoir se nourrir, enfin c'était juste le scénario absolument, voilà. Mais ça on l'a fait vraiment avec Manon, et Manon elle a pris tous ses jokers, donc j'ai un joker pour le logement, mais finalement elle a tout trouvé dans sa nouvelle ville. Et donc voilà. Alors après, le salaire, est-ce que ça fait tout ? Moi j'ai toujours été très étonnée de voir que les plus généreux sont ceux qui gagnent le moins. Et de manière très générale, hein, c'est un constat un raccourci, hein. Mais finalement le salaire, voilà, c'est le salaire, les conditions, sa passion, son engagement et plein de choses qui font qui s'agrègent pour voir que on le fait avec engagement, etc. Donc voilà cette histoire. Et en tout cas, nous, on se sensibilise. C'est très intéressant de sensibiliser. On n'a pas tous les leviers. On a vraiment un service social qui décroche, même pas après les trois sonneries, pour pouvoir faire tout ça. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on se sentait très concernés par la cause. Et ça arrive beaucoup aussi chez nous. Et on a des leviers et on continuera à les pousser aussi. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. C'est la question du ruissellement inversé, mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Merci. Non. Alors, je vous remercie. On va vous applaudir tous les trois à nouveau. Merci Laurence de ne pas être allée à l'ambassade du Japon. Et je vais demander à Aude, notre déléguée générale, de bien vouloir me rejoindre. Et puis peut-être on va terminer sur un petit peu la suite de l'agenda. Oui, bonsoir à tous. Merci Serge, merci à vous qui êtes tous intervenus ce soir. Alors, c'est le dernier plateau de l'année. Il nous reste une matinale au mois de décembre. On va se retrouver, on innove, on va se retrouver en Belgique pour une matinale franco-belge et pour clore le cycle des matinales qui s'intitule « Je suis vieux alors » sur l'utilité sociale des aînés. Vous dire également que toutes ces matinales qui ont eu lieu cette année donneront lieu à l'apparition d'un livre blanc sur le rôle social et l'utilité des aînés dès le début de l'année 2020. Il est presque finalisé. Et puis, on va se retrouver en janvier, ensuite, ici même au One Point, pour un prochain plateau qui va ouvrir une nouvelle thématique de travail de la Fondation autour des territoires de la longévité. On vous dévoilera, à l'occasion de ce plateau intitulé « Les vieux de la ville », une étude passionnante qu'on vient de réaliser, une enquête qualitative que l'on vient de réaliser auprès de résidents, de professionnels d'établissements, d'élus, de représentants associatifs, sur ce que représentait pour eux le territoire, qu'est-ce qui fait qu'ils y sont attachés, pourquoi ils doivent le quitter. Donc il y a énormément, c'est d'une grande richesse, énormément de verbatim, et on vous les livrera à l'occasion de ce plateau de janvier. Et je voulais également vous rappeler que nous avons donc lancé la 3e édition du prix de la Fondation. Cette 3e édition est très en lien avec la thématique de ce soir, puisque nous voulons primer des initiatives innovantes, originales, qui valorisent justement le métier de soignant, alors que ça peut être de diverses manières, films, reportages, appels à candidatures originaux, et pourquoi pas, comment faire venir les hommes à ces métiers.
voilà, on pourrait lancer un très bon sujet on original. pourrait lancer un appel aux volontaires. Voilà. En tout cas, on est en plein, hein, on est à peu près au milieu de la campagne, donc il y a encore largement le temps de déposer des projets. C'est des projets à la fois d'image, mais c'est aussi des projets d'action. On est allé avec Dricia et Laure il y a quelques jours voir ceux du 2e prix. Comment ? Pardon, je me demandais ce que j'avais dit, ce qui s'était passé. Et tout. Voilà, c'est parce que j'allais dire, j'étais très fier de moi, c'était dans le Perche. C'était une grande découverte pour moi. Et nos gens le retrouvent, tout ça. Voilà, on a vu des endroits tout à fait formidables. Je cherche l'autre nom, la petite ville. La Loupe. La Loupe, merci. Voilà. Et c'était aussi joyeux de voir aussi ce qu'ils ont fait, eux, mais aussi ce qu'ils peuvent faire de plus avec tout simplement avec le prix. Hein. Donc c'est aussi l'idée, c'est totalement cohérent avec ce qu'on vient de dire. C'est comment on peut soutenir mieux justement tous ces métiers, à la fois la valorisation, mais aussi de manière très forte en termes de formation, en termes de pédagogie et autres. Et en effet, Aude, tu as parfaitement raison. On pourrait aussi intégrer cette notion de mixité inversée pour faire venir aussi là plus d'hommes. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 27 décembre pour postuler à cette 3e édition du prix. Et puis, Sophie Boissard vous l'a annoncé tout à l'heure, nous avons 2 éminents représentants de notre conseil scientifique qui sont Marie de Henzel et Philippe Guton, qui ont coécrit à 4 mains un magnifique livre intitulé « Et si vieillir, libérer la tendresse ». Ils nous font l'honneur de pouvoir nous présenter ce bel ouvrage ce soir, et une séance de dédicace sera également organisée pendant le cocktail dans le fond de la salle si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Vas-y. Et c'est très difficile de parler de la tendresse après une soirée consacrée à la violence. Si c'était qu'on arrive volontiers à avoir une définition de la tendresse par la négative, à savoir c'est l'antiviolence. Est-ce que l'on peut réfléchir ces violences dont il a été question ici, en particulier de couple ou les violences au travail, est-ce qu'on peut les réfléchir sans tendresse? Voilà, c'est une question. Au fond, je n'ai pas tellement envie de chercher à définir devant vous la tendresse comme je le fais d'habitude, mais là, vraiment, de la positionner par rapport au reste de la soirée. Voilà. On ne peut, simplement, je vais dire ça, on ne peut vraiment réfléchir à ce qui a été dit dans la soirée que si on a une tendresse en nous. Ajoute quelque chose. Oui, alors dans notre livre, nous avons montré que la tendresse, elle est au cœur de la vie psychique. En fait, voilà. Nous l'avons en nous depuis le début de notre vie jusqu'à la fin. Et il se trouve que dans le cours de la vie, elle est mise entre parenthèses à certains moments. Et que nous pensons que vieillir, justement, ça a à voir avec l'emprise dont parlait Laurence tout à l'heure, Laurence Rossignol, c'est que la vie est dure et nous sommes dans l'emprise. Nous avons des rapports de pouvoir les uns avec les autres. L'emprise est très importante. Nous sommes dans une société de performance, vous l'avez dit, il faut se battre, Et donc, ce potentiel de tendresse, on le met de côté. Hein. Et en vieillissant, peut-être parce que les maux de la vieillesse aussi nous imposent un certain nombre de deuils, des deuils narcissiques, des deuils, fait qu'on va se déprendre. Ça favorise la déprise, justement. Et à la faveur de la déprise, on pourrait dire que la tendresse qui a été là un peu de côté, elle va se faufiler, c'est le mot que tu emploies, elle va se faufiler pour pouvoir justement s'épanouir. Et c'est pas pour rien que, comme vous le savez, moi qui ai accompagné pendant des années des personnes dans les tout derniers moments de leur vie, qui ont donc été soignantes, psychologues, mais avec des soignants qui avaient tout à fait compris que ce dont la personne en fin de vie, quel que soit son âge d'ailleurs, mais en fin de vie a besoin, c'est d'une soif immense de tendresse. Et que
les soignants sont ceux qui sont justement, qui peuvent donner, être dans ce tact, dans cette façon de parler, de regarder, qui fait que ça donne le courage de mourir, la force de mourir. Et la tendresse, nous avons montré que ça donne de la force. C'est pour ça qu'on en a besoin. J'ai été frappée par une petite vidéo qui a été faite par le couple qui a écrit le livre Odyssée et qui a filmé une scène au Japon, justement. Alors, on parlait du Japon, moi j'en reviens. J'y ai passé 15 jours. Et on voit dans cette vidéo des vieilles japonaises qui n'ont jamais été prises dans les bras parce que les Japonais ont un rapport au contact qui est particulier. Ils sont très peur du contact. Et dans cette vidéo, on voit cet homme qui est venu apprendre aux soignants à être dans le contact tactile. On le voit qui prend dans ses bras ces vieilles japonaises, qui leur fait des hugs, qui les serre dans ses bras. Et elles ont des visages complètement épanouis. On sent qu'elles ont attendu très longtemps, peut-être, de pouvoir être prises dans les bras de cette manière-là, par un homme, qui est... Justement, c'est pour une façon de dire aussi que la tendresse n'est pas que le lot des femmes, bien sûr, c'est des hommes tendres, heureusement, et que on voit que ce qui permet à ces personnes âgées de peut-être de continuer à vivre, c'est de recevoir de la tendresse. Voilà. Alors bon, il y a beaucoup d'autres aspects dans notre livre on a parlé de l'art, on a parlé de la tendresse, ça se joue à plein de niveaux, bien sûr, avec un conjoint, même âgé, avec des enfants, des petits-enfants, les animaux, l'art. On a parlé de la tendresse qui est dans le regard que l'on porte sur les autres. Ce n'est pas forcément le contact tactile. Dans les mots, enfin voilà, on a vraiment balayé largement. Je vais revenir justement sur ce terme d'emprise. Alors, il a été utilisé tout à l'heure. Si on fait l'histoire un peu du livre, c'est quelque chose de l'ordre de la relation de l'emprise, de notre volonté d'emprise à chacun d'entre nous, homme ou femme, comme tu l'as dit, homme ou femme, cette volonté d'emprise et son antinomie avec la tendresse. On ne peut pas, quelque chose comme ça, c'est un peu un cliché, mais peut-on dire un peu rapidement que des clichés de toute façon, mais on ne peut pas être tendre et avoir de l'emprise. C'est antinomique. Si on est tendre, on perd l'emprise, ou si on a de l'emprise, on perd de la tendresse. On va dire une chose comme ça. Et une des histoires du livre, c'est qu'est-ce que devient donc cette tendresse qui est toujours un peu dominée. D'une certaine façon, on l'a entendu, tous les exemples de la soirée étaient de cet ordre. Qu'est-ce qu'elle devient lorsque le sujet vieillit? Quand il a moins de pouvoir, quand il s'affaiblit, quand sur le plan sexuel, les incidences sont moins importantes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la question du livre, si vous voulez, c'est qu'à ce moment-là, peut-être, chez certains peut-être des sujets relativement comme ça optimistes, ou bien tout au moins qui ont été élevés dans la tendresse, eh bien la tendresse pourrait sortir. Donc la vieillesse pourrait permettre une certaine émergence de la tendresse lorsqu'on a moins d'emprise. Voilà un peu un résumé de la dynamique du livre. Bravo. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. On va vous retrouver de toute façon. Il y a d'ailleurs, quelque part, j'ai vu tout à l'heure Delphine Dupré-Lévesque qui a aussi publié un livre. C'est vraiment le moment comme ça avant Noël, où il y a comme ça plein de livres qui fleurissent. Alors peut-être Sophie, le mot de conclusion. On a juste une demi-heure de retard. Voilà. Et c'est un peu de ma faute. Bon, alors simplement pour vous remercier, chacun des intervenants, à la fois pour la qualité des débats, des échanges, et peut-être terminer, prolonger simplement sur le sujet des soignantes et finalement de la sociologie de nos métiers, pour vous dire que nous avons tenu hier notre dernier conseil d'administration de la Fondation de l'année et travaillé donc sur le programme des années à venir, et vous annoncer que nous avons vraiment envie de continuer à creuser ce sillon des métiers du soin, à la fois sous l'angle du sujet tel qu'il a été abordé ce soir, mais plus largement reprendre une réflexion aussi scientifique sous l'angle des sciences humaines sur la sociologie des métiers du soin.
parce que je pense, c'est dans la droite ligne de ce que vous disiez, Laurence Rossignol, sur comment on arrive à faire évoluer, à donner une autre place à ces métiers du care et aux qualités d'empathie et d'humanité qu'ils requièrent dans notre univers de la performance. Et je pense que ça passe par une réflexion large sur finalement ce qu'est la sociologie, l'histoire de ces métiers. On la connaît quand on se reporte au métier de l'assistance et à toute l'histoire médiévale et à toute la construction des métiers sociaux et du soin au cours du XXe siècle, la professionnalisation. Je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi sur ce que vont être ces métiers dans un XXIe siècle de la longévité. Et donc c'est un champ sur lequel, avec le professeur Guérin, n'est-ce pas, nous espérons avoir pouvoir pousser et soutenir des réflexions des travaux universitaires, des travaux de recherche. Et en tout cas, pour ce qui est de la Fondation, on va vraiment essayer de susciter des champs de recherche intéressants et de les soutenir financièrement pour permettre à des travaux un peu nouveaux, différents d'émerger. Le deuxième angle, qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est aussi celui de la santé des soignants. Et nous allons là aussi, à travers les travaux de recherche que l'on peut susciter, à travers aussi les contributions que l'on peut avoir à la fois dans les établissements du groupe Corian, mais aussi de l'ensemble des entreprises et des acteurs du secteur de la santé, nous allons vraiment essayer de susciter des recherches scientifiques sur finalement la santé des soignants. On parle beaucoup des maladies professionnelles, des accidents du travail dans les entreprises et les institutions de soins. On a très peu d'études documentées pour comprendre pourquoi. Est-ce que ça a à voir en particulier avec le fait que les femmes sont très largement représentées dans ces métiers? Est-ce que ça a à voir avec des situations de santé spécifiques pour les femmes, en particulier liées à la grossesse ou à l'éducation des enfants, ou aux situations de violence dont on a pu parler par ailleurs. Et je pense vraiment, modestement, que la Fondation, par les réseaux auxquels elle a accès, et en ayant une vision européenne, peut essayer en tout cas d'apporter une pierre à cet enjeu qui est majeur pour la qualité de vie et pour l'attractivité de ces métiers, puis qui est majeur plus largement pour la qualité des soins et de l'accompagnement que les soignants prodiguent. Voilà. Donc ça, c'est pour annoncer la suite. Vous remercier encore une fois de vos contributions. Et je vous invite maintenant à partager un verre et un petit moment d'amitié. Merci beaucoup.